Bonsoir et bienvenue à l'IREMO. Ce soir, nous avons donc une controverse, c'est un terme un peu général, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des accords, sur la Palestine et la Cour pénale internationale. Et pour en parler, il y a à ma gauche Sarah Daoud, qui est étudiante à Sciences Po, qui fait une thèse en ce moment sur un aspect de la vie politique palestinienne et qui auparavant avait fait un mémoire qu'on a trouvé excellent et qu'on a publié dans la collection Bibliothèque de l'IREMO. Et ce mémoire, c'est donc le titre de notre soirée, l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale, une stratégie en vue de la connaissance. Et c'est un mémoire vraiment très intéressant, mais qui n'est pas le fait d'un juriste. C'est quelqu'un qui analyse ça d'un point de vue, disons, d'un politiste, plus que d'un juriste. Et donc, on a demandé à quelqu'un qui est membre de notre institut l'IREMO, et donc Raphaël Maison. Et Raphaël Maison est professeur des universités à Paris Sud, c'est ça, Paris Sud, et qui est un professeur de droit international et largement spécialisée sur les questions de justice pénale internationale, et en particulier, elle a fait ce livre, entre autres, que je trouve remarquable de clarté, de précision, si vous vous intéressez à ce sujet, qui est un sujet très important, Justice pénale internationale, tout simplement le titre, qui est paru au PUF. Et vraiment, je vous le conseille, ça clarifie énormément de choses, à la fois dans un premier temps historique, et puis ensuite, évidemment, sur l'analyse des aspects juridiques de la justice pénale internationale. Donc, on a à la fois une politiste, c'est ça que je voulais dire, et une juriste. Donc, deux points de vue très, très complémentaires. Et comme la CPI, la Cour pénale internationale, n'est pas forcément connue par tout le monde, on a pensé que ce serait bien que Raphaël fasse un topo assez bref d'introduction pour cadrer ce qu'est la CPI, peut-être aussi par rapport à la justice pénale, de manière assez rapide, en quelques minutes, 1 heure ou 2, pas plus, c'est ce qu'on a dit. Et ensuite, on laissera la parole, bien sûr, à Sarah Daoud pour nous présenter l'argumentaire de son mémoire, et donc on va attendre de son livre. Et ensuite, on reviendra sur Raphaël, qui pourra reprendre la parole sur un thème plus général, qui sera celui lié davantage au bouquin. On est d'accord sur ce schéma. Donc voilà, alors il est 7h moins 20, on a 20 minutes environ par personne, donc 40 minutes, donc ça nous amène vers 7h20, 7h30, et puis à partir de minuit, vous pourrez poser des questions que vous voulez. Raphaël, je te passe la parole. Ça marche. Ah, d'accord. J'attendais le micro. Tu m'as demandé de dire quelques mots d'introduction sur la justice pénale internationale. C'est peut-être un peu large, peut-être d'introduction sur la CPI, puisqu'il est question ce soir de la Cour pénale internationale. Alors, j'espère que je vais pouvoir démontrer l'esprit de clarté qui caractérise le livre. J'en suis pas sûre. Quelques minutes. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la Cour pénale internationale, c'est une institution relativement nouvelle, puisqu'elle a été créée en 1998. Le statut de Rome qu'il a créé est entré en vigueur en 2002. C'est une juridiction, je dirais, tout à fait novatrice par rapport au précédent, puisqu'elle est issue d'une grande négociation multilatérale associant un grand nombre d'États qui se sont donc mis d'accord sur ce traité de Rome et qui crée, ce traité de Rome, non seulement une cour, mais une organisation internationale nouvelle, d'où l'intérêt de la question de l'adhésion et de la participation à une organisation internationale. C'est une organisation internationale dont le cœur est une juridiction. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est une juridiction par rapport aux précédents, Nuremberg, Tokyo, qui étaient des tribunaux militaires post-conflit, et par rapport aux juridictions pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, qui étaient des tribunaux créés par le Conseil de sécurité. Ici, c'est une juridiction qui a une vocation universelle, c'est-à-dire qu'on espère que tous les États vont rejoindre le traité, et qui a une vocation permanente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas créée pour traiter de telle ou telle situation ou de tel ou tel conflit, comme le furent les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Et c'est aussi une juridiction qui est censée être plus déconnectée du monde politique, c'est-à-dire du monde du Conseil de sécurité, qui avait créé les précédentes juridictions. Donc elle est
conçue comme parallèle, indépendante du système des Nations Unies, et donc moins tributaire des influences qui peuvent s'exercer essentiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors on pourra y revenir parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies joue quand même un rôle dans cette institution, mais bon, j'y reviendrai le cas échéant. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas une juridiction interétatique qui juge des conflits entre les États, c'est une juridiction pénale. Donc elle est censée statuer sur le cas d'individus, d'individus qui sont soupçonnés d'avoir commis un certain nombre de crimes, ces grands crimes internationaux, que sont le crime de guerre, le génocide, le crime contre l'humanité et plus récemment, même si ça ne fonctionne pas encore bien, l'agression. Donc c'est 4 grands crimes internationaux et ce sont des individus qui sont jugés, pas des États. Bon, néanmoins on constate qu'il est fréquent, voire fort possible, que des individus, les individus qui peuvent être jugés, soient des agents de l'État, voire les plus hauts responsables de l'État. Puisque certains crimes sont des crimes, je dirais, qui ont par nature une dimension étatique. L'agression, c'est tout à fait typique, mais aussi certains crimes de guerre et, dans certains cas, le crime contre l'humanité. Si on prend la figure de l'apartheid, c'est un crime gouvernemental. Donc certes, ce sont des individus qui sont jugés, mais souvent, ces individus sont des agents de l'État. Pas toujours, puisqu'il y en a toute une série de cas où ce sont plutôt des chefs de groupes armés plutôt que des agents étatiques. Donc voilà ce que l'on peut dire très largement. Alors ce que l'on peut dire aussi, c'est que le fonctionnement de la Cour est quand même tributaire de la participation des États. C'est-à-dire que la Cour a une vocation universelle, mais son bon fonctionnement dépend de l'acceptation, dépend du fait que les États adhèrent à son statut ou le ratifient. Et bon, il y a toute une série d'États qui n'ont pas ratifié. Il y a très peu, par exemple, de pays arabes qui ont ratifié. Je crois la Jordanie, la Tunisie, la Palestine, et c'est tout. Des grandes puissances n'ont pas ratifié, évidemment, la Russie, les États-Unis, la Chine, Israël n'a pas ratifié. Et donc vous avez toute une série d'États qui ne participent pas au système, ce qui rend plus complexe le fonctionnement du système. Ceci dit, j'insiste sur un point, et le cas de la Palestine est caractéristique de cela, c'est un point tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire qu'un État qui n'est pas parti, qui n'a pas souhaité participer au système de la Cour, peut néanmoins voir ses agents attraits devant la Cour, si ces agents ont commis des crimes sur le territoire d'un État parti. Alors ça, c'est tout à fait exceptionnel, parce que vous pouvez ne pas avoir voulu participer, et néanmoins vous retrouver dans la situation où vos agents sont poursuivis devant la Cour, par la Cour. Évidemment, ça suscite beaucoup d'opposition. Les États-Unis se sont récemment positionnés parce que le procureur souhaite enquêter sur l'Afghanistan. Alors, le procureur peut le faire, puisque si les États-Unis ne sont pas partis au statut de Rome, l'Afghanistan est parti. Donc, dès lors que les crimes sont commis sur le territoire afghan, la Cour peut intervenir. Donc, vous voyez, c'est tout à fait exceptionnel en droit international, puisqu'en général, les traités ont un effet qu'on dit relatif. Ils dépendent de l'acceptation des États. Ici, des États qui n'ont pas accepté peuvent néanmoins voir leurs agents poursuivis dès lors que ces personnes, ces agents, ont commis des crimes sur le territoire d'un État parti, même si ces États non partis sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est un système qui est quand même, je dirais, très offensif, ce qui explique aussi, à certains égards, les réticences de certains États qui ne se sont pas engagés et qui néanmoins peuvent se trouver en difficulté. Voilà ce que je peux dire, si je veux rester brève. Un mot sur la complémentarité, peut-être Oui, alors bien sûr, la Cour n'est pas censée juger tous les crimes internationaux qui sont commis dans le monde. L'idée, c'est, quand on ratifie, quand on regarde le préambule de la Cour, l'idée, c'est que tous les États sont censés juger par leur juridiction nationale. Prenons l'exemple hypothétique de la France qui commettrait des crimes lors d'une opération extérieure. Eh bien, la France est censée juger des soldats ou des commandants qui auraient commis des crimes.
Hein. Et c'est seulement lorsque l'État ne fait pas son travail de jugement que la Cour est censée intervenir. Ce qui fait que, et la question se pose aussi dans le cas de la Palestine, ce qui fait que dès lors qu'un État poursuit avec ses propres juridictions, eh bien la Cour peut être dessaisie. Hein, c'est-à-dire l'État va pouvoir contester la compétence de la Cour en disant « Non, écoutez, moi, j'ai l'intention de poursuivre les crimes par mes juridictions nationales, donc vous n'êtes pas compétent. » Et c'est une hypothèse qui pourrait se réaliser dans le cas palestinien, en ce sens qu'Israël pourra très bien, dans certains cas, dire non, ben moi je poursuis les crimes et donc la Cour n'est pas compétente. Hein. Donc la complémentarité, c'est ça, c'est l'idée selon laquelle ce sont d'abord les juridictions nationales qui doivent juger ces crimes, et c'est logique. Hein. Et les ONG qui soutiennent la Cour, puisque la Cour est ces derniers temps extrêmement contestée, bon, j'ai plutôt eu tendance à la critiquer à l'origine, mais je trouve que maintenant la critique est peut-être un peu excessive. Donc on est passé d'un enthousiasme immodéré à une critique un peu immodérée peut-être. Mais les ONG qui continuent de défendre la Cour disent un des intérêts de la participation au système de la Cour, c'est la diffusion du droit humanitaire. C'est-à-dire que les États qui ratifient doivent transposer dans leur droit interne les dispositions du droit humanitaire et doivent poursuivre. Hein. Si on prend l'exemple de la France, toujours, on a une loi de 2010 qui a été obligée d'introduire dans le code pénal les crimes de guerre qui n'y figuraient pas. Donc je dirais que c'est quand même un des aspects, même si on n'est pas très satisfait globalement de l'activité de la Cour, qui est une institution, comme dirait le juge-code, juvénile, eh bien, elle produit des effets quand même, je dirais, de diffusion du droit humanitaire dans les différents États. Voilà ce que je pourrais dire rapidement. Alors peut-être un dernier point qu'il faut soulever, c'est que la Cour a sans doute beaucoup de défauts, mais elle a aussi très peu de moyens. Elle a un budget extrêmement limité pour l'étendue de situations qu'elle est censée couvrir. Elle a un champ d'action absolument considérable, même si on regarde les enquêtes préliminaires à l'heure actuelle, les procès en cours, les enquêtes préliminaires, c'est un champ absolument considérable par rapport aux autres institutions qu'on a vues. Et elle a un budget extrêmement limité. Sarah Daoud en parle, mais si on le compare avec le budget du tribunal spécial pour le Liban, qui a été créé pour juger de l'attentat contre Rafik Hariri, le budget du tribunal pour le Liban est à peu près les 2/3 du budget de la Cour. Hein? Donc, vous voyez, un attentat, on a un budget qui équivaut aux 2/3 du budget de la Cour pénale internationale, qui est saisi d'une série de situations absolument considérables. Donc, oui, on peut faire beaucoup de critiques, mais on peut dire aussi qu'elle a peu de moyens par rapport aux objectifs qui sont poursuivis. Voilà. Bon alors, moi cette question de la Palestine et la Cour pénale internationale, je l'aborde donc en ce qui me concerne d'un point de vue de sciences politiques et plus précisément de sociologie des relations internationales, puisque c'est ma discipline. Et par conséquent, ce qui m'a intéressée en prenant ce thème-là, c'est d'observer les implications du fait que pour les Palestiniens, la CPI est envisagée comme un outil diplomatique, essentiellement. L'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale est donc, d'une certaine façon, symptomatique de leur volonté aussi de prendre part au jeu multilatéral depuis un certain temps maintenant. Et donc, l'objectif, et ça, ce sont le leitmotiv de la diplomatie multilatérale, bien que encore balbutiante, de la Palestine, c'est l'acquisition d'une légitimité internationale et par là d'un statut international. Et donc ça passe par la reconnaissance. Et donc ce qui est attendu des Palestiniens, de la CPI, par les Palestiniens, c'est justement une reconnaissance de leur statut sur la scène internationale. Ce qui n'est pas propre à la Palestine par ailleurs, c'est en général l'adhésion à une organisation internationale qu'elle soit est souvent gage
de reconnaissance et surtout elle s'accompagne d'un processus de socialisation aux normes internationales et c'est véritablement ce phénomène-là qui était à l'œuvre, en tout cas dans le cas palestinien à la Cour pénale internationale et qui m'a intéressée. Je suis partie d'une question qui est assez simple. Je me suis interrogée sur l'adéquation de la stratégie entre guillemets palestinienne, parce que il ne s'agit pas non plus d'une stratégie, c'est pas complètement rationnel, mais de la stratégie palestinienne, de cette adéquation-là entre la stratégie et les aspirations palestiniennes, des aspirations essentiellement étatiques, comme je disais. Et par conséquent, il m'a paru, dans la mesure où, par ailleurs, donc la Palestine a adhéré ratifié le statut de Rome le 1er janvier 2015, c'est très récent. Il ne s'agissait surtout pas d'avancer des hypothèses quant à l'issue probable ou souhaitable de ce qui allait en ressortir, mais plutôt donc je me suis plutôt concentrée sur le processus en amont de l'adhésion de la Palestine à cette institution-là. Donc dans cette optique-là, peut-être je vais apporter quelques éléments de contextualisation. En 2009 déjà, suite à l'offensive israélienne contre la bande de Gaza, qui est aussi connue comme étant Plomb durci, le ministre de la Justice de l'époque palestinien avait soumis au bureau du procureur une déclaration de reconnaissance de compétences de la Cour. Or, il se trouve qu'à cette époque-là, enfin suite à un examen de la part du bureau du procureur, cette déclaration a été classée sans suite en 2012. Et justement, la Cour était face à un problème de taille, à savoir la raison, en tout cas, qui a avancé dans le rapport, il me semble, du procureur à ce sujet-là, c'est le fait que lorsque le statut du requérant est controversé, ce qui est le cas de la Palestine, la Cour suit l'avis de l'Assemblée générale des Nations Unies. Or, à l'époque, le vote donc de novembre 2012, qui octroie à la Palestine un statut d'État non membre observateur, n'avait pas encore eu lieu. Donc, à ce moment-là, la Palestine n'a pas pu. Donc, leur déclaration a été classée sans suite. Et ce sera finalement seulement en 2015, donc après le vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, que véritablement la Palestine adhère à la Cour. À cette époque-là, contrairement à ce qui s'était passé en 2009, en 2015 donc, il y a non seulement reconnaissance de la compétence de la Cour, plus ratification du statut de Rome. Donc la Palestine devient État partie au statut de Rome et elle demande à la Cour de juger les crimes qui ont été commis depuis le 13 juin 2014. Il s'agissait pour les Palestiniens d'inclure l'offensive de 2014, cette fois-ci contre la bande de Gaza. Parce que ça c'est quelque chose peut-être qu'on pourrait rappeler rapidement, la Cour est compétente pour les crimes commis après l'entrée en vigueur de son statut, donc après 2002. Donc pour les Palestiniens, ça signifie que la période de 48, si ce n'est avant, à 2002 n'est pas couverte. Les crimes qui ont été commis pendant cette période-là ne seront pas jugés. Et par rapport à ça, je me suis interrogée sur la réception de cet aspect-là au sein du corps diplomatique palestinien. Et en général, ils avancent le fait que de toute façon, pour eux, il s'agit de crimes qui sont en cours. Et donc du coup, in fine, même si on ne juge que des crimes qui ont été commis depuis 2014, ça prendra en compte le background historique qu'il y a derrière.
typiquement, dans un cas comme la colonisation, qui est un des dossiers que les Palestiniens ont demandé que la Cour, sur laquelle la Cour enquête, entre guillemets, c'est particulièrement pertinent. Maintenant, il s'agit également ce dossier-là de la colonisation en Cisjordanie à Jérusalem-Est. C'est un dossier qui, de l'avis des diplomates palestiniens comme des ONG d'ailleurs, est le plus simple à juger. D'une part parce que les éléments de preuve sont abondants, et d'autre part parce que ça ne pose pas de problème en ce qui concerne la complémentarité, comme vous le disiez, puisque Israël ne considère pas la colonisation comme un crime, évidemment. Donc ça me permet de passer sur la question de la subsidiarité. C'est plus problématique en ce qui concerne la guerre à Gaza de 2014, qui est le second dossier principal qui a été soumis à la Cour, dans la mesure où là, Israël s'est déclarée compétente et a également annoncé qu'elle avait ouvert des enquêtes. Le problème étant qu'on se rend compte que ces enquêtes, généralement, soit n'aboutissent pas sur un jugement, ou bien aboutissent sur des peines minimes comparées à l'accusation. Et ça, fondamentalement, c'est un aspect que j'aborde rapidement parce que plusieurs chercheurs se sont intéressés à ça. Ça aborde la question d'un problème structurel du système judiciaire israélien qui est subordonné à l'appareil militaire. Cette illustration-là, les difficultés que cela pose notamment avec la deuxième partie, à savoir Israël, ça nous ramène à cette question-là du fait que le fonctionnement de la Cour repose sur la coopération des États et qu'elle ne dispose pas, cette Cour, elle n'a pas de capacité de contrainte, elle n'a pas de police. Donc, lorsqu'elle délivre des mandats d'arrêt, c'est aux États d'arrêter les personnes concernées. Très pragmatiquement, lorsqu'elle a besoin, ça peut poser problème lorsqu'elle a besoin de se rendre sur le terrain. Ça a été le cas en 2016, lorsque des juges ont voulu se rendre en Cisjordanie et en Israël. Ils avaient fait la demande en 2015, il me semble, et il a fallu près d'un an aux autorités israéliennes pour accepter cette visite, qui était par ailleurs conditionnée. Il y a un certain nombre d'acteurs qui avaient le droit de rencontrer et d'autres non. Et plus généralement, d'une façon générale, c'est ce que vous disiez. Effectivement, l'institution traverse une période assez trouble, et sa légitimité est fréquemment remise en cause par plusieurs États. Et donc voilà, ça passe par des menaces de retrait du statut de Rome, une politique d'obstruction, comme je le disais, par rapport à l'accès au terrain, qui limite la portée, l'action de la Cour. Évidemment. Maintenant, il y a aussi, parce que je me suis intéressée à ça également, mais il y a aussi des limites qui tiennent au statut de Rome en lui-même. Je dirais des limites organiques qui ont été introduites lors de la rédaction du statut de Rome, comme par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous y reviendrez sans doute, mais l'article 13, par exemple, donc le Conseil de sécurité peut, c'est ce que vous disiez, saisir la Cour, ce qui permet à des États non partis au statut de Rome de saisir la Cour, ce qui pose problème, mais aussi le Conseil de sécurité peut suspendre une enquête ou des poursuites en cours. Ce qui, dans le cas de la Palestine, est quand même assez probable si elle décide effectivement d'enquêter, puisque c'est pas encore le cas, on est encore au stade de l'examen préliminaire, mais si elle décide d'enquêter, l'administration américaine actuelle pourrait très bien activer cet article-là, par exemple. Tu notes de bas de page sur ce sujet, j'ai réfléchi à ce que vous
à elle seule s'opposer au travail de la Cour, puisqu'il faut, dans cette disposition que vous citez, une résolution du Conseil de sécurité. Oui. Donc il va falloir convaincre 9 membres, parmi lesquels tous les membres permanents, pour bloquer le travail de la Cour. Ouais. Donc c'est quand même pas gagné. Hein. Ouais. mais la Chine, la Russie existe. Donc vous êtes d'accord? La France. La France. Oui, la France. Oui. Mais donc c'est plutôt satisfaisant, c'était plutôt pour donner une note un peu optimiste. Oui. Mais j'espère ne pas être trop pessimiste. Hein. J'essaie juste très pragmatiquement de vous exposer les limites qui existent. Et même si elles existent d'ailleurs, même si ces obstacles sont là et qu'il faut les prendre en considération, ça n'entame pas du tout, en tout cas d'après ce que moi j'ai pu constater, la détermination du côté du camp palestinien à de toute façon, maintenant qu'ils sont entrés dans l'institution, à profiter et à en faire usage autant que possible. Et donc ça c'est très intéressant, notamment les ONG palestiniennes sont très très actives. Et depuis le début, avant l'adhésion de la Palestine au statut de Rome, notamment il y a une petite coalition de 4 ONG qui est guidée par une principale, Al-Haq, dont le directeur d'ailleurs, Shawan Jabarin, est aussi vice-président de la FIDH et est très proche de la procureure. Et le rôle de ces ONG-là, c'est essentiellement de soumettre des dossiers périodiquement au bureau du procureur, des éléments de preuve essentiellement. Sur Gaza en 2014, etc. Du côté de l'État, maintenant, palestinien, là aussi, après l'adhésion au statut de Rome en 2015, un haut comité national palestinien pour la CPI a été mis en place par décret présidentiel. Ce haut comité-là est dirigé par la personne qui est non seulement secrétaire maintenant générale de l'OLP et aussi dirige la team des négociateurs, donc Saeb Barakat. Et donc dans ce comité-là, il y a notamment un comité technique et donc la plupart des gens que moi j'ai interviewés, les diplomates palestiniens, travaillent dans ce comité technique-là qui a pour fonction de faire la communication directement entre le bureau de la procureure et l'autorité palestinienne. Donc c'est ces personnes-là essentiellement que j'avais rencontrées. Il me reste... Voilà, donc c'est juste cet aspect-là, je souhaitais le mentionner parce que ça nous éclaire sur un élément, une des raisons aussi qui pousse les Palestiniens à se tourner vers la CPI, en particulier et les organisations internationales d'une façon plus générale, c'est le fait que les négociations de paix avec Israël étant ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire bloquées, l'adhésion à la Cour pénale internationale et à d'autres institutions apparaît comme un élément, une des raisons qui explique une façon pour les Palestiniens d'acquérir un poids, davantage de poids politique, diplomatique, en contournant les négociations, tout pour y retourner ensuite par la suite, mais renforcer, essayer de rééquilibrer un tant soit peu le rapport de force dans les négociations. Et donc, c'est pour cette raison, la CPI, en l'occurrence, c'est aussi un moyen de dissuasion, de faire pression sur Israël à ce niveau-là. Donc, bon, il y a eu une sorte de substitution de l'outil juridique aux négociations en ce qui concerne la CPI. Jusque-là, la carte principale que les Palestiniens tenaient, c'était la saisine de la CPI, parce qu'en adhérant au statut de Rome en 2015, ils n'avaient pas saisi la Cour, ils l'ont fait seulement en mai 2018. Et d'ailleurs, ça c'était un point, lorsque moi je faisais mes enquêtes en 2016, qui était assez controversé dans le camp palestinien, puisque les diplomates
ne cachaient pas leur impatience quant à la décision de la procureure d'ouvrir une enquête, etc. Alors que les ONG, elles, restaient assez prudentes et plaidaient pour garder cette carte-là justement en main, histoire d'avoir un outil encore de dissuasion sous le coude si demain, voilà, en dernier ressort en quelque sorte. Il se trouve que finalement, donc, en mai 2018, les Palestiniens ont saisi la cour. Ça intervient aussi dans un contexte assez particulier. C'était après le début de la marche du retour à Gaza. En plus, en mai, donc, il y a eu particulièrement une escalade des tensions à ce niveau-là à Gaza. Et donc, tout ça a aussi sans doute eu un effet de catalyse et les a poussés à finalement saisir la cour. Bon. Maintenant, il semblerait que ces derniers temps, particulièrement donc depuis mai, la cause palestinienne à la CPI progresse. En tout cas, dernièrement, les diplomates palestiniens étaient assez me disaient que voilà, il y a eu un regain d'activité de leur part, etc. Notamment pendant la 17e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome en décembre dernier, le procureur général palestinien a été nommé en comité consultatif pour la sélection des juges. Les Palestiniens ont beaucoup communiqué sur cet événement-là. Le ministre des Affaires étrangères était présent, etc. Maintenant, c'est un processus c'est cette arme de dissuasion aussi est à double tranchant parce que en contrepartie, les Palestiniens sont sous pression constante de la part d'Israël et des États-Unis par rapport à la CPI, mais par rapport à leur stratégie multilatérale d'une façon générale. Avant l'adhésion au statut de Rome, il y avait eu des pressions fortes qui se sont matérialisées par des sanctions économiques essentiellement. Il semblerait que la fermeture aussi du bureau de l'OLP à Washington en septembre était en partie motivée par l'action de la Palestine à la CPI. Donc voilà, c'est d'une façon générale assez coûteux pour eux de mener à bien cette diplomatie multilatérale. L'autre revers de la médaille aussi, et peut-être je terminerai là-dessus, c'est que les Palestiniens ont conscience qu'en se soumettant à la juridiction de la Cour pénale internationale, ils ne sont pas à l'abri de faire l'objet de poursuites. Et c'est quelque chose qui est rappelé aussi dans les rapports de la procureure fréquemment. Elle tient à montrer que des deux côtés, voilà, elle prend en compte les actes qui ont été commis des deux côtés. À ce stade, peut-être juste quelques mots pour conclure. Donc, comme je le rappelais, on est encore au stade de l'examen préliminaire, la première phase. La procureure étudie la recevabilité ou non du dossier palestinien. Et il ne s'agit pas ici pour moi d'avancer quelques pronostics, que ce soit sur l'ouverture d'une enquête ou non. Mais dans tous les cas, peut-être souligner qu'il s'agira d'un processus de longue haleine. Et ça, c'est quelque chose qui pose la question du temps judiciaire, comme vous le rappeliez aussi par rapport au Rwanda, qui pose problème. Et pour les Palestiniens, c'est quelque chose qui est d'autant plus problématique voilà, depuis 1948, c'est ce sentiment d'injustice qui les habite. Peut-être que la temporalité de la Cour ne correspond pas aussi à leurs attentes, donc assouvir des attentes qui sont là depuis un certain temps. Donc ça, c'est un point que j'avais trouvé particulièrement intéressant à relever. Et voilà, d'une façon générale, il y a je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire au fur et à mesure, c'est de montrer qu'il y a plusieurs éléments qui viennent nuancer peut-être la cohérence du recours à la Cour pénale internationale
avec les aspirations donc essentiellement étatiques de la Palestine. C'est seulement histoire de les nuancer après sans tomber dans une phase très pessimiste, mais au-delà de ça aussi, ça nous permet de montrer, à mon avis, cette adhésion-là à cette institution en particulier est emblématique, à mon avis, de le développement d'une diplomatie multilatérale et plus généralement peut-être d'une doctrine diplomatique palestinienne. Merci Sarah. Raphaël. Merci. Je vais revenir, si vous le voulez bien, pas du tout sur les aspects politistes, parce que ce qui est intéressant, c'est ce que vous décrivez, des renvois à la cour, des négociations en interne, des choses auxquelles les juristes observateurs de l'extérieur n'ont pas forcément accès. Donc moi, je voudrais revenir sur les actes de la Palestine dans le système de la CPI et leurs conséquences. Quelles conséquences a-t-on à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'on peut entrevoir ? C'est pas que je souhaite faire des prédictions comme juriste moins prudentes que les politistes, mais je crois qu'on voit des choses se dégager quand même, vous les avez déjà soulignées, enfin en tout cas vous les avez évoquées. Et je mettrai l'accent aussi sur l'actualité du sujet et sur une affaire qui n'a pas été portée par la Palestine, mais par un État tiers, c'est-à-dire l'État des Comores. Et qui, donc je vais essayer plutôt de montrer quelles sont les réactions du système de la CPI à l'activité de la Palestine. Donc où est-ce qu'on en est? Et bon, je ne veux pas être normative ou avoir un propos de jugement trop, mais je crois qu'on peut dire que c'est quand même plutôt un peu inquiétant, me semble-t-il. Alors, je reviens brièvement sur les actes de la Palestine. Comme vous l'avez dit, il y a eu d'abord une acceptation de compétences en 2009, après l'opération Plomb durci, et avant que la Palestine ne soit considérée par l'Assemblée générale des Nations unies comme État. Donc elle a dit « je déclare accepter la compétence de la Cour », et la disposition du statut nous dit « tout État, même non parti, peut accepter la compétence de la Cour ». Donc elle a tenté de faire valoir qu'elle était un État, qu'elle acceptait la compétence de la Cour, et ce qui devait permettre l'ouverture d'une enquête par le procureur, notamment sur l'opération à Gaza. Donc ça, c'était une première offensive intéressante qui malheureusement n'a pas été couronnée de succès, puisque après 3 ans de réflexion, le procureur a fini par une décision, fini par dire finalement on ne va pas enquêter parce qu'on n'est pas certain que la Palestine soit un État. Donc voilà, on ne peut pas faire grand-chose, on attend un positionnement de l'Assemblée des États partis, ou on attend un positionnement de l'Assemblée générale des Nations unies. On aurait probablement pu faire différemment, mais c'était une manière de ne pas s'encombrer d'un problème à la fois politiquement ennuyeux et techniquement un peu complexe aussi, puisqu'une entité à caractère étatique un peu incertaine et visant un État non parti, ça faisait quand même beaucoup de non partis. Mais bref, c'était une décision qui a quand même beaucoup déçu, il faut bien le dire, cette première décision de 2012. Bon, la Palestine en parallèle, c'est ce que vous montrez bien, a développé cette offensive diplomatique aux Nations Unies, a ratifié toute une série d'instruments internationaux, et donc en 2014, elle est revenue devant la Cour pénale internationale, elle a refait une déclaration d'acceptation de la compétence, fin 2014. L'intérêt de cette déclaration, qui intervient juste avant l'adhésion, c'est la temporalité. Ce qu'elle dit, je déclare accepter la compétence de la Cour à partir de l'été 2014. Donc ça va permettre d'enquêter à partir de l'été 2014, tandis que la ratification, l'adhésion, ne permet d'enquêter qu'à partir d'avril 2015. Donc l'intérêt de cette déclaration de fin 2014 est essentiellement temporel. Et puis bien sûr, tout de suite après, la Palestine adhère au statut de la Cour le 1er janvier, et cette adhésion est admise par le secrétaire général des Nations Unies, qui est le dépositaire du traité. Donc la Palestine est admise comme État à la Cour pénale internationale. Donc diplomatiquement parlant, c'est très très bien, c'est quand même une réussite. Dans la suite immédiate de cette adhésion, le procureur, qui jusqu'à présent n'avait pas souhaité enquêter, déclare qu'il ouvre une enquête préliminaire. Le procureur de la Cour déclare qu'il ouvre une enquête préliminaire. Donc très bien aussi, c'est satisfaisant.
Et puis, dans le même temps, la Palestine indique qu'elle va renvoyer une situation, c'est-à-dire qu'elle va elle-même, entre guillemets, saisir la Cour d'une situation. Elle déclare ça en 2015, mais comme vous venez de l'indiquer, elle ne le fait qu'en 2018. Donc voilà les actes que nous avons de la part de la Palestine. Premier point sur lequel je voudrais insister, c'est donc le cas du procureur. Le procureur donc déclare qu'il va faire une enquête préliminaire, il se lance dans cette enquête préliminaire, mais cette enquête préliminaire est toujours en cours. C'est face à cette, je dirais, cette lenteur du travail du procureur que la Palestine décide de renvoyer en 2018 une situation. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans son renvoi. Et je vais y revenir. Je regarde mes notes parce que j'ai besoin de mes petites notes. Par-delà ces actes de la Palestine et les réactions du procureur, je crois qu'on peut signaler une autre affaire, une autre situation qui a été renvoyée à la Cour concernant la Palestine. C'est la situation qui concerne la flottille pour Gaza, l'attaque sur la flottille pour Gaza, qui a été renvoyée à la Cour, non pas par la Palestine, mais en 2013 par un autre État, l'État des Comores. Ça, c'est possible, d'après le statut de la Cour. Un État peut, même d'ailleurs s'il n'est pas spécifiquement concerné, peut renvoyer une situation à la Cour dès lors qu'il est un État parti. Et ici, l'État des Comores a été plus spécifiquement concerné, puisque c'est un de ces navires qui a été attaqué par l'armée israélienne, et sur lequel plusieurs activistes ont été tués. Et donc, il a décidé de renvoyer cette affaire devant la Cour pénale internationale, ce qu'il pouvait techniquement absolument tout à fait faire. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que cette affaire est intéressante non pas pour la grande importance des actes, quoique, mais surtout parce qu'elle témoigne d'une opposition, me semble-t-il, dans la Cour entre un procureur qui est extrêmement prudent et des juges qui sont un peu plus intéressés aux enquêtes. Sur la Palestine. Cette affaire le montre quand même, c'est-à-dire que je l'expliquerai dans un instant, les juges souhaitent que le procureur enquête sur cette affaire de la flottille pour Gaza. Alors je reviens un instant sur votre analyse, Sarah. Elle est conduite du point de vue de l'adhésion, du point de vue de la diplomatie palestinienne, du point de vue de l'intérêt qu'il y a à participer à une nouvelle organisation internationale. Ça, vous insistez sur ce point, la culture diplomatique. Et voilà, mais moi, je voulais insister sur un point. Participer à la CPI, c'est pas participer à n'importe quelle organisation internationale, parce que c'est une organisation où la participation comme membre peut conduire à la mise en cause pénale des représentants étatiques, et où la participation comme membre autorise à rechercher la mise en cause pénale d'agents d'autres États. Et c'est bien sûr ce que recherche notamment la Palestine. Comme je le disais tout à l'heure, ici, la participation de la Palestine va permettre la mise en cause d'agents qui n'ont pas accepté le système de la Cour. Les agents de l'État israélien, et c'est tout à fait exceptionnel. Donc du point de vue de votre perspective à vous, de l'adhésion, de la position diplomatique et de la position dans les organisations internationales, moi je trouve que la tentative de mise en cause des agents israéliens devant la CPI réalise un événement en quelque sorte un peu inédit. C'est-à-dire, vous avez la CPI, c'est un lieu où une entité qui est empêchée de devenir un État, pleinement, est considérée comme un État afin de contester précisément et de faire juger ceux qui empêchent cette accession à la qualité d'État. C'est quand même extrêmement singulier. Je ne pense pas qu'on ait d'autres configurations de ce type. Et de ce point de vue, la participation à cette organisation internationale, du point de vue de la reconnaissance, est tout à fait singulière. Puisque par la CPI, finalement, on met en cause un État qui n'est pas parti dans le but de dénoncer la politique qui interdit la pleine accession à la souveraineté. Donc c'est quand même une configuration inédite, une configuration extrêmement forte, extrêmement singulière. Et elle pourrait, comme vous le signalez, d'ailleurs encore être accentuée par la nouvelle compétence que pourrait avoir la Cour en matière d'agression. Oui.
Mais bon, là, c'est très compliqué parce que s'agissant de l'agression, il faut que les agents... S'agissant d'un État tiers, là, on peut pas faire grand-chose en réalité s'agissant de l'agression, contrairement aux autres crimes. Donc, c'est pas encore tout à fait fonctionnel. Donc, je reviens maintenant, si vous voulez bien, au nouvel événement que constitue le renvoi par la Palestine de la situation qui la concerne à la Cour. C'est le renvoi du 22 mai 2018, donc c'est relativement nouveau. Hein, vous avez parlé de l'impatience des diplomates. Donc je voudrais juste dire quelques mots de ce renvoi qui est tout à fait accessible. Hein, vous pouvez le lire pour voir comment... il est intéressant parce que la Palestine argumente beaucoup l'autorité. Souvent, les renvois sont peu argumentés. Là, on a un renvoi, le renvoi d'une situation qui est très argumentée. Alors, qu'est-ce que c'est que le renvoi? Le renvoi, ça permet... ça oblige le procureur à véritablement regarder. Ça ne l'oblige pas à enquêter, mais ça l'oblige véritablement à regarder la situation. Hein. Et le renvoi, c'est un droit pour les États parties. Si vous n'êtes pas État partie, vous ne pouvez pas renvoyer. Hein. Donc c'est quand même un droit de l'État dont l'essence est d'obliger le procureur à regarder la situation que vous renvoyez. Ça ne l'oblige pas à enquêter, mais ça l'oblige à regarder sérieusement. Alors, ce renvoi, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, je le trouve assez intéressant parce qu'il est assez argumenté. D'abord, il est présenté comme une réaction à l'immobilisme du bureau du procureur. Hein, on a vu que le procureur n'a rien voulu faire en 2009. Il a ouvert un examen préliminaire en 2015, sans conséquence jusqu'en 2018. Hein. Donc la Palestine, dans le renvoi, on a ce sentiment d'urgence qui est clairement posé par l'autorité palestinienne. Je cite donc globalement ce renvoi. La Palestine incite sur le fait que des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ont continué d'être commis pendant la période de l'examen préliminaire du procureur, de 2015 à 2018. La Palestine dit que cet immobilisme du procureur a contribué à l'impunité et par là même à l'intensification des crimes. Donc elle est très très offensive. Vous n'avez pas enquêté rapidement, eh bien ça a aggravé la situation du point de vue des crimes. C'est assez rare d'avoir ça dans des actes de renvoi. Donc on a une attaque assez vive. Je cite le renvoi directement. Là, le renvoi... La gravité et la nature continue de cette criminalité, ainsi que le fait que des agents de l'État sont impliqués dans la commission des crimes, exigent que le procureur conduise et finalise ses enquêtes sans délai. Hein, donc il y a ce sentiment d'urgence qui est vraiment exprimé dans la rhétorique du renvoi, que je trouve intéressant. Et la Palestine donc, explique qu'elle dans ces circonstances, elle exerce son droit d'État partie par le renvoi, afin de pousser à l'ouverture d'une enquête immédiate. Et elle dit aussi que l'ouverture de cette enquête doit être considérée comme la plus haute priorité du procureur. Donc, vous voyez, vraiment une argumentation liée à l'urgence et au risque, aux conséquences qu'a eu, selon la Palestine, l'immobilisme du procureur. Ensuite, on a des développements sur, évidemment, les crimes dont il s'agit de connaître. Alors, comme vous l'avez dit, il est essentiellement question de la colonisation. Mais ça ne se limite pas à la colonisation, mais ce qu'on vise essentiellement, c'est la colonisation. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ça c'est pas dans le renvoi, mais la logique c'est que la colonisation, c'est ce qu'il y a de plus facile à poursuivre, parce que étant donné que c'est une politique officielle d'Israël, Israël ne va pas poursuivre ses agents pour des faits de colonisation, évidemment. Donc Israël ne pourra pas contester la compétence de la Cour s'agissant d'une politique tout à fait officielle. C'est la logique, je pense, qui a dominé dans la recherche par les négociateurs ou par les juristes palestiniens du choix. Donc la colonisation, sans s'y limiter. Et dans cette pratique de colonisation se manifeste, qu'est-ce que vise la Palestine? Se manifestent plusieurs crimes, je les cite: appropriation et destruction de propriété, transfert forcé de population palestinienne, transfert de population israélienne, persécution, création d'un système d'apartheid. Donc on voit ici que la notion d'apartheid qui a été développée au Conseil des droits de l'homme réémerge.
Ça, c'est assez intéressant. Sont aussi visées parallèlement des attaques contre les civils, y compris contre des manifestants, des tortures et des mauvais traitements. Ça, parallèlement à cette insistance sur la colonisation. Alors le renvoi, là donc j'expose la parole palestinienne devant la cour en quelque sorte. Le renvoi argumente sur le fait que cette situation exprime une politique d'État, une politique systématique. Ce ne sont pas des faits isolés, spontanés qu'on reproche. Une politique qui s'est prolongée pendant l'examen préliminaire et, nous dit la Cour, alors même, et ça nous renvoie à la longue durée, alors même que, nous dit la Palestine, que les faits sont parmi les plus documentés de l'histoire contemporaine. Et là, c'est vrai qu'on a un hiatus entre l'absence d'enquête et la documentation qu'on a sur la situation. Donc, qu'elle souligne ceci. Et puis, elle donne des exemples aussi de l'intensification des crimes pendant la période de l'examen préliminaire. Dans toute une série d'exemples, entre 2015 et 2018, qu'est-ce qui s'est intensifié pendant cette période où le procureur n'a rien fait. Donc, il y a vraiment une mise en cause directe du procureur. C'est une stratégie assez offensive, me semble-t-il. Et enfin, le fait qu'il existe une base raisonnable pour enquêter, puisque l'enquête c'est simplement sur une base raisonnable, c'est pas l'ouverture du procès, l'ouverture de l'enquête. Donc on est quand même dans des phases très préalables. Ne pas ouvrir une enquête, ça ne veut pas dire ne pas commencer le procès. On est vraiment à des stades, je dirais vraiment de début de procédure. Le fait qu'il existe une base raisonnable pour enquêter et que ça est accentué, argumente la Palestine, par la longue durée de la situation, et qui, rappelle-t-elle, a généré de nombreux positionnements de l'Assemblée générale de l'ONU, du Conseil de sécurité, du Conseil des droits de l'homme. Alors ça, ce sont des éléments qui, comme vous l'avez dit, parce que je n'avais pas parlé de la temporalité, ne pourront pas forcément être jugés, puisque la compétence de la Cour, c'est 2002, voire 2014, s'agissant de la Palestine. Mais on renvoie à cette longue durée qui va permettre éventuellement, dans un procès, de restituer une forme de continuité. Voilà, donc on a une position, je dirais, à l'heure actuelle, qui, me semble-t-il, dans l'acte de renvoi, est très offensive, de contestation du travail du procureur, puisqu'il est dit que finalement son absence, en quelque sorte, son absence d'action a permis l'intensification des crimes. Alors, quelle réaction face à ce renvoi? D'abord, on a mais là je ne veux pas commenter parce que je n'ai pas bien compris le sens de cet événement. On a d'abord une décision de la chambre préliminaire, après le renvoi, qui porte sur la sensibilisation au travail de la Cour, c'est-à-dire l'accès aux victimes, l'information des victimes. C'est une décision, j'en connais pas précédemment sur d'autres affaires, donc je comprends pas bien quelle est la logique de cette décision. Je n'ai pas bien compris quel était le sens politique de cette décision, donc je ne veux pas trop développer, mais en tout cas on peut relever qu'on a une décision de la chambre préliminaire qui vise à informer les victimes potentielles de la possibilité pour elles de donner des informations au procureur ou à la Cour. Donc on a un renvoi, mais en 2018, mais après ce renvoi, toujours pas d'enquête ouverte. Le procureur, parce que c'est le procureur qui doit décider d'ouvrir une enquête. Alors fin 2018, donc tout récemment, le dernier rapport d'activité du procureur nous donne quelques indications sur sa volonté ou pas d'ouvrir une enquête. Alors il me semble, à la lecture de ce très bref rapport, mais là, je ne suis pas à l'intérieur de la Cour, donc vous en saurez peut-être plus que moi, ou d'autres personnes dans la salle peut-être en sauront beaucoup plus que moi. Il me semble qu'on s'oriente quand même vers l'ouverture assez imminente d'une enquête. Mais qu'est-ce qui serait visé? C'est tout le problème dans cette enquête. Qu'est-ce qui serait visé? Alors, on a quelques indications dans le rapport que vous pouvez aller regarder. Il est disponible sur le site de la Cour. Qu'est-ce qui serait visé? Les crimes en Cisjordanie et Jérusalem-Est depuis le 13 juillet 2014. Donc, Cisjordanie, Jérusalem-Est depuis le 13 juillet 2014. Colonisation, transfert de population, persécution et apartheid, donc visant Israël. Mais aussi, le procureur annonce qu'il probablement enquêtera sur des tortures
comme crime contre l'humanité dans les centres de détention de l'autorité palestinienne. Donc les craintes qui s'étaient exprimées d'une affaire double ou d'une accusation double me paraissent se justifier pleinement. Hein. Alors s'agissant de Gaza, on continue d'enquêter sur les hostilités de l'été 2014, nous dit le procureur. Mais enfin, ça intéresse le procureur, et notamment les crimes commis par les deux parties. Oui. Hein, donc là encore. Hein. S'agissant des faits commis depuis mars 2018, les protestations à Gaza, les répressions à Gaza, là aussi, c'est en cours d'analyse. Donc, je crois qu'on peut dire qu'on s'oriente vers l'ouverture d'une enquête, mais pas d'une enquête, de plusieurs enquêtes. Hein, c'est-à-dire une enquête double, voire une enquête triple. Hein. On va avoir une enquête sur la Cisjordanie, Jérusalem-Est, la colonisation, et puis une enquête sur le traitement des prisonniers dans les centres de détention de l'autorité palestinienne, si l'on en croit le rapport, et puis une enquête sur les crimes commis par les uns et les autres à Gaza. Hein. Donc voilà, je pense qu'on s'oriente vers ce tableau. Hein. Mais bon, j'en suis pas sûre. Hein, c'est la lecture du rapport qui me conduit à dire cela. Alors avant peut-être de conclure, je voudrais dire quelques mots sur, si j'ai encore le temps, oui, bien sûr. Quelques mots sur cette affaire du Mavi Marmara, où on a une certaine actualité aussi. Et elle est intéressante parce qu'elle témoigne qu'il y a au sein de la Cour une sorte d'opposition tout de même. Hein. Et surtout, elle permet de ne pas considérer que la Cour, c'est le procureur. Hein, parce que là, tout ce qu'on dit sur la prudence de la Cour, c'est la prudence du procureur, hein, qui est soumis à énormément de pression politique et diplomatique. Les juges, c'est autre chose, les juges sont indépendants, mais en général, ils ne peuvent pas intervenir sur l'orientation des poursuites. Hein, sauf dans certains cas. Alors l'affaire du Mavi Marmara, c'est un exemple intéressant du positionnement des juges au stade de l'enquête. Donc j'ai rappelé tout à l'heure l'Union des Comores, le renvoi par l'Union des Comores. Le procureur, pour lui, c'était finalement un bon moyen d'enquêter éventuellement sur la situation, hein, sur une partie de la situation en tout cas. Mais face à ce renvoi en 2013, le procureur a décidé, dans un rapport de 2014, de ne pas poursuivre non plus sur ces faits. C'était pas intéressant pour lui. Ce qu'il invoquait essentiellement, c'est l'insuffisante gravité. Hein. C'est pas une affaire suffisamment grave que celle de la flottille pour Gaza. Hein. Alors, il était un peu embêté quand même parce qu'il y avait déjà une affaire préalable, mais concernant pas du tout la Palestine, mais une affaire concernant le Soudan, affaire de l'attaque de la base d'Askanita, attaque par des rebelles darfouris d'une base de maintien de la paix, qui a fait à peu près 8 morts. Hein. Et là, il avait décidé absolument d'enquêter. Hein, et il y a une affaire qui est en cours. Là, le Mavi Marmara, c'est pas assez grave en fait. Il y a 10 morts, c'est vraiment, c'est pas très, très important par rapport à ce que doit faire la Cour, donc insuffisante gravité. Bon. Encore nouvelle déception, donc en 2014, après la déception de 2012, pas d'enquête, déception 2014, pas d'enquête sur renvoi des Comores, mais je fais une petite parenthèse, vous voyez qu'un petit État, là je pense qu'il est soutenu par des cabinets importants, mais un tout petit État comme l'État des Comores peut quand même produire une perturbation internationale importante avec la Cour. Hein. Il peut renvoyer une situation, c'est quand même un lieu quand même particulier, la Cour, hein, qui est parfois décevant, mais qui parfois aussi présente des possibilités intéressantes. Bon, alors l'État des Comores peut saisir une chambre préliminaire pour contester ce refus d'enquête du procureur. C'est ce qu'il fait. Hein, ça c'est possible dans le statut, donc il saisit une chambre préliminaire en disant donc aux juges, ce sont des juges indépendants, le procureur s'est trompé, il faut l'amener à reconsidérer sa décision de ne pas enquêter parce que l'affaire est grave. Hein. Alors, c'est ce que disent les Comores devant la chambre préliminaire, et c'est en effet ce que la chambre préliminaire va estimer. La chambre préliminaire, dans une décision du 16 juillet 2015, revient sur le travail du procureur avec les éléments que présente le procureur et dit « mais vous vous êtes trompé ». L'affaire est grave.
Toute une série d'éléments permettent de considérer d'abord que les faits sont graves en eux-mêmes, et puis ensuite les faits ont une conséquence pour le blocus et la population à Gaza, qui fait qu'au regard de vos critères habituels, la gravité était constituée. Hein, donc vous avez fait un travail qui est insuffisant, dit la chambre préliminaire au procureur. Hein, et il y a un énorme hiatus, elle conclut comme ça d'ailleurs la chambre, il y a un énorme hiatus en ce que vous prétendez être une affaire sans importance, sans gravité, et l'importance internationale qui a été attribuée à cette affaire, puisqu'il y a eu toute une série d'enquêtes, de positionnements. Alors comment peut-on dire que c'est pas l'argument principal, mais révèle le hiatus entre le positionnement du procureur et l'intérêt international et les enquêtes internationales sur cette question du Mavi Marmara. Donc, la chambre préliminaire, une décision très critique, franchement, vraiment critique du travail du procureur et dans des termes pas très gentils pour le procureur. Hein. Et finalement, appelle le procureur, invite le procureur à reconsidérer sa décision de ne pas poursuivre. À la fin, elle dit nous imaginons bien que le procureur ne pourra faire que reconsidérer et qu'il le fera avec le plus grand sérieux. Bon. Alors, la réaction du procureur à cette décision, eh bien, il fait appel. Il fait appel, voilà. Il fait appel dans la chambre d'appel. Bon, alors, vous voyez l'intérêt du procureur à l'enquête. Hein. Il fait appel. Alors, la chambre d'appel dit, moi, je suis pas compétente pour connaître de cet appel. Ça, pourquoi pas, hein, parce que... et donc, quelques temps après, en 2017, donc assez récemment, décision de 2017, le procureur renouvelle son refus d'enquêter sur l'affaire du Mavi Marmara. Donc vous voyez, vous avez des indications précises des juges qui vous disent « mais non, l'affaire est grave hein, », toute une série d'éléments que vous pouvez utiliser. Eh bien non, le procureur continue de refuser. Donc vous voyez, là, la réticence est considérable. Hein, même quand vous avez un état de renvoi, non. Donc il y a vraiment une très très forte réticence. Alors je signale que depuis le refus de 2017, les Comores ont de nouveau saisi la chambre préliminaire. Et la chambre préliminaire, en novembre 2018, donc c'est tout récent, d'ailleurs avec le juge français, je crois, qui faisait partie de cette chambre préliminaire, saisie par les Comores, la chambre préliminaire a décidé de contrer ce nouveau refus d'enquêter et elle a demandé au procureur encore une fois de reconsidérer sa décision, mais pas dans les 3 ans, dans les 6 mois. Hein, donc la chambre préliminaire était un peu vexée quand même et elle a repris cette demande de reconsidération parce que la chambre ne peut pas décider d'enquêter, c'est le procureur qui enquête, donc elle est obligée de demander au procureur de reconsidérer son refus d'enquêter. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est ce que je trouve intéressant dans cette affaire, mis à part que juridiquement elle pourrait être très intéressante, politiquement peut-être pas forcément, mais juridiquement elle serait très intéressante, c'est que pour nous, ici, on voit quand même les différences. La CPI n'est pas monolithique. Hein. Il y a des juges qui éventuellement considèrent que l'affaire est vraiment grave. Alors, évidemment, ils considéreraient que les affaires palestiniennes à proprement parler sont graves. Hein. Même dans l'affaire du Mavi Marmara, pour les victimes, considèrent que l'affaire est grave. Mais en revanche, vous avez un procureur extrêmement réticent. Hein, y compris lorsqu'il est invité par les juges à faire. Il ne fait pas. Donc là, on mesure, je dirais, l'ampleur des pressions politiques qui doivent être exercées sur ce procureur. Hein. Ce n'est pas pour le dédouaner, mais je veux dire, c'est vraiment assez impressionnant. Donc, que dit-on de tout ceci? Je m'arrêterai là. D'abord, ce que je viens de dire, la CPI, c'est pas complètement monolithique. Hein. Ce qui me semble-t-il vraiment problématique dans la CPI, c'est quand même un peu les choix du procureur. Hein. Les choix du procureur à différents égards. Et ici, dans cette période de contestation de la Cour, la Palestine serait, entre guillemets, utile pour la CPI. C'est ce que les Palestiniens... Voilà, parce que là, vraiment, la CPI est en difficulté, hein, contestée par les États africains, elle n'a que des accusés africains. Bon, elle a fait un travail, je dirais, entre guillemets, le procureur a fait un travail facile. Il a ciblé des États fragiles
même pas d'ailleurs les agents de ces États, mais des chefs de groupes armés, hein, donc voilà, c'était politiquement pas très risqué, hein, jusqu'à présent. Même la Libye, je veux dire, les affaires libyennes, bon, c'est le Conseil de sécurité qui a saisi et le procureur a couru derrière. Hein, bon. Donc voilà, pour le moment, il n'a pas été politiquement très offensif, il n'a pas pris de risques politiques. Mais on voit que c'est pas toute la CPI. Il y a des juges qui considèrent que les éléments devraient pouvoir être sous enquête. Hein. Donc ça, c'est un premier point à relever, je pense. Deuxième point, je crois quand même que le récent renvoi de la Palestine va conduire à l'ouverture d'une enquête, mais de plusieurs enquêtes, et des enquêtes qui cette fois-ci n'auront pas besoin d'être autorisées par les juges. Donc il n'y aura pas de contrôle des choix de poursuite par les juges dans cette configuration-là. Hein. C'est le procureur qui va ouvrir les enquêtes, il n'a pas besoin de l'autorisation des juges. Et donc là, il va faire ce qu'il fait habituellement dans des situations sensibles. Hein. On poursuit un peu tout le monde. Hein. Et puis ça permet je ne dis pas que c'est pas justifié, hein, mais ça permet une mise en équivalence que j'ai toujours trouvé un petit peu problématique dans d'autres circonstances aussi. Donc, ce potentiel assez extraordinaire de la CPI, je crois qu'il faut le relever quand même. Il y a un potentiel assez important, assez extraordinaire. La Palestine contre les agents d'un État qui n'est même pas parti, c'est quand même assez intéressant. Ne s'est pas complètement réalisé, se réalisera pas complètement. Et il me semble que la pratique démontre finalement l'influence politique de ces États non partis. Évidemment, vous songez aux réactions des États-Unis, hein, après, en septembre 2018, qui sont quand même directement liées au renvoi de la Palestine aussi. Hein. Donc des menaces directes sur la Cour et sur ses juges. Hein. Donc on a une influence politique d'États non partis, et aussi ça va de pair avec l'émergence, je trouve, de tentatives d'utilisation régressive de la Cour. Et là, je pense aux récents renvois qui m'ont beaucoup surpris, renvois de la situation au Venezuela par des États d'Amérique latine. Hein. Donc là, il y a des pratiques de renvoi, je dirais, un peu régressifs qui se développent et qui sont assez un petit peu inquiétants. Bon, moi, ce que j'espère, parce que les juristes, parfois, espèrent des choses, contrairement aux politistes, j'espère que l'enquête sur la colonisation pourra produire des effets utiles et qu'on ne verra pas uniquement prospérer les enquêtes sur l'autorité palestinienne ou les groupes à Gaza, parce que ça serait vraiment la catastrophe. Et il faut quand même mesurer, avoir à l'esprit, moi je l'ai vu dans d'autres cas, que la justice pénale est susceptible vraiment, dans certains cas, de recomposer le réel, hein, de reformuler une histoire, hein, selon les choix qu'elle fait, les choix temporels, les choix de poursuite. On peut refaire une sorte d'histoire. Hein, donc il y a un risque de recomposition du réel si certaines enquêtes sont lancées et pas d'autres. Hein. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un tour. J'allais dire un tour qui a été apprécié, mais vous le démontrez par votre réaction. Donc on ouvre maintenant pendant une trentaine de minutes, 40 minutes, la séance des questions-réponses, du dialogue. Alors, qui veut commencer pour poser une question ou donner une opinion? Les choses sont ouvertes et libres. Je vous en prie, prenez le micro, oui. Merci. On va prendre 2-3 questions, si vous voulez bien, et puis on répondra à 2-3 questions. Allez-y. Oui, ma question est très simple. C'est qu'est-ce qui, dans le statut ou le mode de désignation du procureur, pourrait expliquer sa différence de comportement par rapport au juge de la CPI? D'accord. Ça, c'est pour vous. Vous pouvez aussi. Monsieur, allez-y. Qui voulait prendre la parole? Allez-y. On prend 3 questions et puis... je voulais, c'est un peu la question qu'a posée la dame. Qu'est-ce qui détermine la pression des juges sur le procureur ou pas? Dans quelles circonstances c'est les juges qui font pression sur le procureur? C'est un peu la même question, mais dans l'autre sens. Ouais. D'accord. D'autres questions?
Moi, je voudrais juste savoir sur le financement en fait de la CPI, comment ça se passe et est-ce que éventuellement il y a des moyens de pression des États qui financent sur cette CPI. Une dernière question. Prenez le micro s'il vous plaît. Sur les processus de choix du procureur et l'élection. Ici, il marche. C'est vraiment vous mettez comme ça, mettez-le comme ça. Sur les processus de choix du procureur et comment il est élu, comment il est choisi. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'on a bien compris que le procureur joue un rôle majeur dans cette affaire. Et tout à l'heure, quand on a parlé de la première affaire en 2009, il a mis 3 ans pour répondre. C'était quoi, une page et demie d'argumentaire qui était extrêmement simple. Enfin, on a un ami juriste ici dans la salle, je ne sais pas où est Jérôme, mais il me disait, si un étudiant de première année me sortait ça, je le recale, quoi. C'était vraiment un fait impressionnant, et 3 ans pour ça, quoi. Donc effectivement, il joue un rôle majeur, un rôle clé. On reste sur ce thème un peu de procédure, mais c'est très important, évidemment. Qui commence? Sarah? Oui, mais moi je veux... Vous avez votre micro déjà. Certainement pas sur la relation entre les juges et la procureure. Je vais vous laisser cette question-là, oui, Raphaël Maison. Mais par contre, en ce qui concerne les financements, effectivement, c'est quelque chose qui m'avait aussi intéressé. Donc la CPI dépend des moyens que les États parties lui octroient. Et on constate qu'il y a souvent des arriérés de paiement de la part des États. Et par ailleurs, le budget total de la Cour, comme vous le soulignez, est assez minime comparé effectivement aux affaires, aux tâches qu'elle a à traiter. Donc oui, ça c'est un moyen de pression. Il y a souvent des retards de paiement de ce point de vue-là. Et elle en pâtit très certainement. Pour ce qui concerne le choix du procureur, ce sont également les États parties qui choisissent le procureur. Donc l'Assemblée des États parties. Après, qu'est-ce qui a motivé le choix des États parties pour Fatou Bensouda, par exemple? Ça, j'avoue que... Qui est l'actuel procureur. Avant elle, c'était Loïs Moreno Campo. Comment? Elle est gambienne, tout à fait. C'est pour cette raison-là qu'elle a été élue, vous voulez dire? Je ne sais pas. C'est pas un énorme État. C'est pas un énorme État, puis ça a été un des États, quand je parlais des menaces de retrait de certains États du statut de Rome, il faisait partie des États qui qui a menacé, au final s'est rétracté, mais qui menaçait la Cour de se retirer aussi du statut de Rome. Oui, peut-être qu'effectivement aussi, en ce qui concerne le peu de diversité, en tout cas au début, dans les prémices du fonctionnement de la Cour, en ce qui concerne les cas qui ont été traités, il y a beaucoup d'États africains qui ont été... mais la plupart d'entre eux avaient saisi la Cour, d'une part, et par ailleurs, c'est quelque chose sur lequel, moi, qui m'a semblé quand même assez... intéressant aujourd'hui, quand on regarde la liste des examens préliminaires en cours, c'est quand même très divers. On retrouve effectivement le Venezuela, la Colombie, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye. Bon, ça commence à se diversifier. Si je peux juste ajouter un point, donc en effet, il est élu le procureur par l'Assemblée des États parties. Alors, je pense qu'en effet, le choix de Fatou Bensouda lié au fait qu'il y avait un peu un tropisme africain, donc il fallait quand même avoir une personnalité, une femme, c'est bien. Puis une femme noire, c'est bien aussi, une femme africaine. Mais je crois que finalement, la personnalité des procureurs n'est pas forcément le problème. Le problème, c'est le pouvoir qui est donné dans ce système à un individu. Il est très difficile, j'imagine, il y a une équipe évidemment, mais il est très difficile de résister à toutes ces pressions. Ce sont souvent des juristes nationaux, Ocampo c'était un avocat, droit de l'homme, elle c'est une ancienne juge, ce ne sont même pas des diplomates, les procureurs, et ils se retrouvent dans un monde international diplomatique, parce que comme vous le soulignez bien, la CPI c'est un outil diplomatique aussi, pas qu'un outil juridique. Et je trouve que c'est absolument fou dans le système CPI de confier autant de pouvoir à un individu.
Il a un pouvoir considérable de refus. Combien de temps, Je crois que c'est 5 ans. Hein. Le mandat, c'est 9 ans. Oui, c'est 9 ans. Donc, voilà, pour 9 ans, même si c'était pour 5 ans, c'est le quinquennat qui je trouve déjà ça trop long. Donc, voilà, je trouve que c'est, vu le pouvoir de cet organe, il me semble fou que ce soit une personne. Je pense qu'il faudrait. Alors là, je le dis parce que j'ai aucun espoir d'avoir aucune influence jamais, mais là, essayons quand même. Je crois qu'il faudrait amender le statut de Rome. L'un des intérêts de ce statut par rapport au statut du tribunal yougoslave ou du tribunal rwanda, c'est que c'est un traité qui peut être amendé, hein, qui peut être modifié. Je pense que ce serait une modification intéressante que de transformer un petit peu cet organe, peut-être envisager une collégialité, voire des juges indépendants qui contrôleraient davantage les enquêtes, qui autoriseraient, qui auraient plus de pouvoir dans la conduite des poursuites. Puis en France, on a des co-juges d'instruction pour des affaires quand même complètement mineures par rapport à ce dont traite la CPI. Là, vous avez une personne qui est un ancien avocat, un ancien juge, qui doit gérer toutes ces pressions diplomatiques, toutes ces relations, c'est extrêmement complexe. Alors je dirais qu'en plus, le procureur, comme vous savez, la Cour peut être saisie par le Conseil de sécurité. Et lorsqu'elle est saisie par le Conseil de sécurité, ce fut le cas pour le Darfour, ce fut le cas pour la Libye, c'est tout. Mais, eh bien, le procureur doit faire des rapports au Conseil de sécurité. Alors, pas sur les autres affaires, mais sur les affaires dont il a été saisi par le Conseil, il va régulièrement faire son rapport au Conseil de sécurité. Donc là, évidemment, il est officiellement sous le regard, et pas sous le contrôle, mais d'une certaine manière, si, des membres permanents. Et, par ailleurs, toutes les influences diplomatiques qui peuvent y avoir, moi je ne les connais pas, parce que je n'ai jamais travaillé à la CPI, je ne les ai pas vues, mais je les imagine. Et je trouve que cette personne, cet organe est trop fragile par rapport au pouvoir qu'il a. Donc ça, c'est un point qui me semble, et on le voit ici clairement. On le voit ici clairement. Alors, pour répondre à la question sur les juges peuvent intervenir, mais dans des cas très limités sur l'orientation des enquêtes. Je crois que la question était par là. C'est seulement si le procureur refuse d'enquêter lorsqu'il est saisi par un État, sur renvoi d'un État, ou lorsqu'il est saisi par le Conseil de sécurité. S'il refuse d'enquêter, l'État va pouvoir se plaindre devant une chambre préliminaire, et les juges qui vont donc examiner l'enquête, c'est ce qui a été fait dans le cas du Mavi Marmara. Ça serait possible aussi s'il refusait d'enquêter sur un renvoi du Conseil de sécurité. En général, sur un renvoi du Conseil de sécurité, il ne refuse pas d'enquêter. Au contraire, il enquête très 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 vite, et vous voyez, parfois de manière très imprudente. Donc, sinon, il n'a pas de possibilité d'intervenir dans l'ouverture. Ils n'ont pas la possibilité d'intervenir dans la décision d'ouvrir une enquête. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être amélioré. Je veux dire, le système de Rome, il n'est pas figé, contrairement à la Charte des Nations Unies, elle est complètement figée, comme tout le monde le sait. On ne peut rien faire, puisque pour la modifier, il faut l'accord des 5 membres permanents. Donc c'est complètement figé. En revanche, le système CPI n'a pas de blocage dans les amendements. Les amendements se font à la majorité des 2/3. Donc c'est beaucoup plus souple. Donc il ne faut pas renoncer à l'idée que le système puisse être amélioré. Ça, c'est l'idée que je voulais souligner. Alors sur le budget, vous avez répondu. Oui, c'est quand même un fonctionnement budgétaire, moi je suis vraiment pas spécialiste, mais qui me semble plus sain que dans d'autres institutions. Par exemple le TSL, pour ne reprendre que le TSL, là c'est des contributions volontaires, donc c'est les États qui veulent. Ils contribuent au tribunal spécial pour le Liban, plus le Liban, pour 51%, et puis les États qui le souhaitent. Donc là c'est vraiment, je ne sais même pas si c'est encore de la justice pénale internationale. Parce qu'on n'a pas du tout de multilatéralisme dans le sens du point de vue du financement. C'est ceux qui veulent soutenir l'institution la soutiennent. C'est pour ça qu'il est très financé. Même chose pour le Cambodge. Bon, c'est peut-être un petit peu moins contestable politiquement, je ne sais pas, quoique. Ici, on a quand même un budget ordinaire avec des quotes-parts selon la richesse des États, qui je dirais, modelé sur le système du budget ordinaire des Nations Unies.
Voilà. Qui est voté par. Donc c'est plus satisfaisant et je pense qu'il y a moins de problèmes de légitimité dans ce budget. Maintenant, il est faible le budget. Oui. Il est faible. Et il est revu à la baisse à chaque fois que par l'Assemblée des États partis. D'ailleurs. Quand vous voyez tout ce que le procureur, alors j'ai dit du mal du procureur, mais ce sur quoi il doit enquêter, c'est absolument considérable. Et après les enquêtes, il y a le procès. Les procès, c'est très long. C'est un travail absolument considérable. Donc là, il y a vraiment un problème budgétaire, à mon avis aussi, par-delà les problèmes politiques. Oui, il faudrait juste dire un mot là-dessus, parce que tu as évoqué le tribunal spécial, qui est très spécial pour le Liban. Tu as évoqué aussi le tribunal pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie, le TPY. C'est intéressant peut-être que tu précises les différentes natures, parce que quand on parle du TPY ou du tribunal spécial pour le Rwanda, ce sont des tribunaux qui ont été créés par une résolution du Conseil de sécurité sous chapitre 7 et qui donnaient en fait aux magistrats une très large autonomie. Je me souviens de Claude Jordan, qui était un des juges au TPY, qui expliquait que quand il y avait un problème de procédure, il changeait, il bricolait alors qu'aujourd'hui, avec le système du statut de Rome, qui est une avancée à mes yeux très importante, c'est quand même les États qui sont présents. C'est-à-dire que dès qu'on parle de... Quand on regarde les travaux préparatoires à la CPI, il y a eu quand même beaucoup d'États qui sont intervenus, y compris la France d'ailleurs, en essayant de prendre un certain nombre de précautions pour pas que leur souveraineté soit trop rabotée. Et donc je me demande si, c'est la question que je te pose, s'il n'y a pas, et je vous pose, s'il n'y a pas quelque part dans ces constats que nous faisons d'un budget faible et d'une centralité du pouvoir pour enquêter, s'il n'y a pas quelque part des souverainetés qui rôdent autour de tout ça pour empêcher que ça n'aille trop loin. Enfin, c'est plus facile, mais c'est une hypothèse, une question, parce qu'il est plus facile d'avoir un personnage sur lequel on peut faire pression, et c'est plus facile d'avoir un budget qui est extrêmement réduit que de déployer une institution. Je crois que dans le domaine des relations internationales, il y a des temporalités. Alors on a enfin abouti à une temporalité permettant la création d'une Cour pénale internationale, dont on parlait depuis des décennies, mais la temporalité en même temps, elle a considérablement limité les possibilités, autrement dit le potentiel théorique de la CPI est considérable. On a encore beaucoup de choses à faire, et il y a encore tout récemment, les États qui sont des États non partis, ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas partis à la pression sur la CPI. John Bolton, qui est un conseiller ultra-conservateur que je connais, a fait des déclarations absolument incroyables contre la CPI. Hein. Vraiment, on les voit en gémonie. Enfin, c'était très violent, quoi. Donc, on a ce contexte, et on a une cour qui est quand même entourée de requins souverains, si on prend une image. Je crois que ça s'explique par le fait que, dans le cas des pays, donc Yougoslavie et Rwanda, je me limite à ces exemples parce que le Liban, c'est... Le Liban, c'est toute autre chose. Ils ne sont pas des crimes de guerre, ni pour ce qui est du Liban. Je pourrais l'inclure, mais disons, restons sur les modèles Yougoslavie et Rwanda. Dans ces cas-là, le contrôle s'exerce dans le choix de la création. Tout le monde est d'accord pour créer un tribunal sur l'ex-Yougoslavie et sur le Rwanda. Donc tout le monde est plus ou moins d'accord, parce que je ne vais pas entrer dans les détails sur le Rwanda, mais la France n'était quand même pas super favorable. Je dirais, on circonscrit ce qu'on va poursuivre. Et tout le monde est à peu près d'accord. Ici, le problème de la CPI, c'est que c'est complètement ouvert. Donc tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc là, évidemment, les pressions sont, je dirais, sont potentiellement beaucoup plus grandes puisque tout peut arriver dans tous les sens, en quelque sorte. Alors, par rapport à ce qu'a dit ce que disait le juge Jordan, là, je dirais que c'est un problème très ponctuel. Les juges dans les TPI, créés par le Conseil de sécurité, ces institutions créées par le Conseil de sécurité, avec un mandat particulier, sur une situation particulière, les juges, comme il n'y avait pas vraiment d'autre choix, ont été autorisés à élaborer leur règlement de procédure. Alors, ça peut être considéré comme une preuve d'autonomie, c'est sympathique, on fait son règlement de procédure, c'est un peu fastidieux aussi, et puis on le change quand on veut. Alors, pour les pénalistes de droit interne, c'est une horreur, que des juges puissent changer la procédure
pendant... bah oui, mais bon, ça pose un petit problème du point de vue du droit pénal. Hein, parce que, et je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose de considérable du point de vue politique. Par contre, je pense que l'autonomie de la CPI est plus importante parce qu'elle n'est pas obligée, elle n'est pas limitée à une situation comme l'étaient ces tribunaux-là. Donc elle a vraiment un champ d'expansion extraordinaire. Et donc, en effet, tout peut se produire, comme je disais. Enfin, tout, non, là, on voit à peu près ce qui se produit. Hein, mais je veux dire, potentiellement, juridiquement, c'est très, très ouvert. Et donc, effectivement, ça engendre, j'imagine, des pressions absolument considérables. Et elle a une marge de manœuvre aussi qui est assez intéressante, parce que récemment aussi, elle commence à s'intéresser à des crimes qui, a priori, rentreraient pas tout à fait dans sa compétence. Comme par exemple, je pensais à l'affaire d'Almadi, qui est donc les mausolées de Tombouctou. Le fait qu'elle se soit prononcée sur ce sujet-là très rapidement en plus, qui était quand même assez... Oui, mais c'est pas très surprenant. Est-ce que ça, je sais pas, elle sort un peu de son domaine de... Enfin, je sais bien que vous parliez de ça, parce que juste pour préciser ce que je voulais dire, la Cour est donc beaucoup plus autonome, mais quand même, ce qui limite son autonomie, c'est le Conseil de sécurité. Hein, oui, bien sûr. Et là, je veux dire, dans le cas malien, vous avez toute une série d'affaires qui ne font qu'accompagner les interventions occidentales. Côte d'Ivoire, Mali, Libye. Alors là, soit elle est saisie par le Conseil de sécurité, soit c'est même pas la peine. Hein. Mais dans ce cas-là, lorsqu'elle est saisie par le Conseil a un pouvoir énorme, notamment sur le budget. Parce que s'il défère à la Cour des situations sur lesquelles elle est quasiment obligée d'enquêter, pas juridiquement obligée, mais politiquement obligée d'enquêter, eh bien, il limite ses ressources. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait dans ses résolutions de saisine, Libye, Soudan. Il dit, vous allez enquêter sur le Darfour, vous allez enquêter sur le régime de Kadhafi, mais les coûts de ces enquêtes sont à votre charge, pas à ceux des Nations Unies. Donc ça permet de contrôler la Cour, hein, ce type de renvoi. Donc le Mali, bon, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est le Mali qui a renvoyé, mais enfin ça accompagne clairement l'intervention française, il faut bien le dire. Hein. Et comme par hasard, c'est un combattant terroriste, rebelle, touareg, enfin je sais pas trop ce qu'il est, qui se retrouve devant la cour et qui plaide coupable. Bon, voilà. Non, mais c'est grave hein, ce qu'il a commis, mais je veux dire, c'est un peu attendu. Mais c'était plus ce que je trouvais intéressant, c'est par rapport à sa potentialité d'extension de son champ de compétences, ce qui serait nécessaire, par exemple pour les questions de terrorisme, etc. Ce serait intéressant. Pourquoi est-ce que ce genre de crime-là ne relèverait pas de la compétence de la Cour ? Voilà. Sur la question juste de la fluctuation des pressions aussi, ce qui était intéressant moi donc mes entretiens, la plupart avaient été effectués avant l'élection américaine, et avant l'élection américaine, la plupart des gens que j'ai interrogés du bureau du procureur disaient que finalement, et ils étaient assez étonnés de faire ce constat-là, ils avaient été peu soumis à des pressions. Maintenant, depuis le changement d'administration, c'est tout à fait différent. C'est vrai que vous mentionnez des enquêtés au sein de la CPI dans votre ouvrage, et vous êtes prudente sur ce qu'ils vous disent. Moi, j'ai trouvé dans ce que j'ai lu, ce qu'ils vous disent, je trouvais que ça n'a vraiment pas l'air vrai, quoi. Je n'avais pas vraiment l'impression qu'ils vous disaient le réel, mais vous en êtes bien consciente. Vous en êtes bien consciente. On repasse la parole, je vous en prie, à ceux qui veulent poser des questions. Allez-y, prenez le micro, c'est le truc qui arrive. Le critère de territoire, d'abord merci pour votre intervention, elle était très précise, mais le critère de territoire est particulièrement central, en l'occurrence dans le renvoi palestinien, puisque c'est contre un État non parti. Le territoire qui fait référence dans la décision d'ouverture de l'enquête préliminaire par la procureure, est-ce que ça a pour effet de réduire le territoire d'Israël, et au sens des frontières de quelle année? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, dans l'idée de stratégie de reconnaissance de souveraineté de la Palestine, puisque vous l'avez très bien dit, les États partis au statut de Rome ont une obligation de coopération quasi automatique. Est-ce que ça les amènerait indirectement
à reconnaître un territoire à la Palestine, et donc un des attributs de la souveraineté pour les États qui ne veulent pas reconnaître la Palestine comme État. On prend une deuxième question. S'il y en a, monsieur, puis après on revient vers vous. Oui, je voudrais dire que avant le statut de Rome de la CPI, il y a une commission des Nations Unies, qui est la commission du droit international, qui est chargée du développement progressif et de la codification du droit international, qui a travaillé plus de 10 ans et a établi un statut clé en main. Et les plus grands professeurs de droit international, le Boët, l'anglais Boët, l'italien Arantxa Ruiz, en étaient membres, et ils ont vraiment débattu de tous ces problèmes-là. Et à la conférence de Rome, il n'en est rien resté de ce statut. Ils étaient furieux. On a dépecé ce cas, on a enlevé toutes les garanties qu'ils s'étaient échinés à mettre en place dans le statut de Rome. Donc les premiers ministres, ce sont des États membres qui, à la conférence de création à Rome, ont vraiment essayé d'éliminer tout ce qui pourrait vraiment, surtout les grandes puissances, ce qui pouvait diminuer leur autonomie. Et à ce propos, pour moi, c'est pas très clair exactement. On dit que le Conseil de sécurité peut intervenir. Je n'ai pas vraiment compris à quel stade ça se situe l'intervention du Conseil de sécurité dans les procédures. Avant l'enquête préliminaire, il peut empêcher une enquête préliminaire, ou il peut empêcher que ça passe à la Cour, ou si vous pouviez préciser ça. Et puis juste une autre remarque pour le problème particulier des Palestiniens dans les organisations internationales. Moi, je connais bien l'Union internationale des télécommunications, qui est la plus ancienne organisation internationale, puisqu'elle a été créée sous l'appellation d'Union télégraphique internationale, ici à Paris, dans une conférence ouverte par Napoléon III, en 1864. Et en 150 ans, elle n'a jamais procédé à un vote, elle a pris toutes ses décisions par consensus, parce que c'est des problèmes techniques, parce qu'un problème non réglé est préjudiciable à tous, parce qu'il y a les questions de brouillage, les questions de répartition des bandes de fréquences. La seule fois où ils ont été obligés de voter, c'est pour l'attribution d'un code de pays, d'un code téléphonique de pays à la Palestine. D'accord. Tu veux commencer, Sarah? Oui. Sur la question de la qualification territoriale, c'est effectivement très intéressant et c'est ce qui est attendu, notamment par les Palestiniens, de la CPI, qu'elle se prononce sur la territorialité. Lorsqu'elle évoque la Palestine, notamment dans ses rapports d'activité, elle parle de la Palestine, la situation en Palestine, elle parle du gouvernement palestinien et il s'agit de l'État palestinien qui est État membre de l'institution. Maintenant, à ma connaissance, elle ne s'est jamais risquée à véritablement présenter de façon claire et de délimiter le territoire sur lequel elle enquêterait. Lorsqu'elle s'est rendue, lorsque des membres de la CPI se sont rendus en Palestine en 2016, ils se sont aussi bien rendus à Tel Aviv qu'à Jérusalem, qu'à Bethléem, il me semble. Voilà, après, est-ce que son action contribuerait à délimiter clairement l'État d'Israël qui n'a pas encore de frontières ? Certainement, mais de là à se prononcer sur cette question, enfin, bon, déjà, elle a botté en touche lorsqu'il s'agissait de qualifier la nature de cet ovni palestinien. Elle a attendu que l'ennemi le fasse. Je suis pas sûre que... Peut-être qu'elle trouvera la parade pour pas avoir à se prononcer là-dessus. Par ailleurs, lorsque je parlais de la nécessaire coopération des États, c'est pour des raisons assez pragmatiques de fonctionnement de la Cour. Est-ce que, à travers cette coopération-là, ça induit donc une reconnaissance de la souveraineté de la Palestine ? Je pense que de toute façon, la reconnaissance de la souveraineté de la Palestine ou de l'État palestinien, une majorité d'États la reconnaît déjà, plus de 130. Et c'est bien le grand drame des Palestiniens, c'est que voilà,
la majorité, pour autant, ne s'est pas matérialisée en reconnaissance effective d'un statut international. Après, les États qui coopèrent, en l'occurrence, dans ce cas-là, on parle d'Israël et des Palestiniens. Donc, mais la plupart des États partis au statut de Rome ont voté oui le 11 novembre, en novembre 2012 pour à l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'État palestinien. Voilà, je pense que pour la question du Conseil de sécurité, quand est-ce qu'il intervient? Oui, je vais peut-être reprendre juste un mot sur les territoires. Je crois qu'évidemment, comme l'a dit François Dubuisson dans une précédente conférence à l'IREMO, que vous pourrez aller regarder moyennant 1 euro. Non, même pas, malheureusement. C'est évidemment pas la compétence de la Cour de déterminer des frontières, des délimitations territoriales. Mais maintenant, si elle travaille sur la colonisation, elle sera obligée de travailler sur le territoire, de dire que le territoire est occupé. Parce que la colonisation, c'est un crime lié à l'occupation. Mais bon, on ne voit pas du tout comment elle pourrait faire autrement, étant donné le nombre de résolutions internationales qu'on a sur le sujet. Donc elle sera obligée de dire, parce que c'est dans la nature du crime, que ce crime est commis dans un territoire occupé. Bon, alors ça ne sera pas une délimitation, mais par contre, si on, peut-être dans des endroits contestés, si on vise telle ou telle situation, il y aura peut-être un travail sur la nature occupée du territoire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la colonisation est liée à l'occupation. Donc forcément, elle sera obligée de le dire si elle reconnaît qu'il y a occupation. Mais je ne vois pas vraiment comment elle pourrait faire autrement. Sur le Conseil de sécurité, merci monsieur d'avoir évoqué ce grand internationaliste qui est Aaron Joris. Ouais, c'est bon. Que j'aime beaucoup. Je pense qu'il aurait en effet pas été très content de voir le rôle du Conseil de sécurité dans le système de la Cour, parce qu'il était extrêmement critique du Conseil de sécurité, de son pouvoir législatif notamment. Juste peut-être, je ne sais pas si on peut préciser sur ce rôle du Conseil, il y a 2 moments où il est cité dans le statut de la Cour, essentiellement l'article 12 et l'article 16. L'article 12 permet au Conseil de sécurité de renvoyer une situation à la Cour. Ce renvoi autorise le procureur à enquêter, mais ne l'oblige pas à enquêter. Mais ce renvoi, par rapport au renvoi d'un État, a une conséquence supplémentaire de celle du renvoi d'un État, c'est qu'il peut étendre la compétence de la Cour. Un État ne pourra pas étendre la compétence classique de la Cour. Le Conseil de sécurité, lui, peut décider de renvoyer une situation qui, normalement, ne relève pas de la compétence de la Cour. Par exemple, une situation qui se déploie sur le territoire d'un État qui n'est pas parti. Et c'est en général ce qu'il a fait quand il a renvoyé. Le Soudan n'est pas parti, la Libye n'est pas partie. Donc le renvoi permet d'étendre la compétence de la Cour et oblige le procureur à examiner la situation, mais ne l'oblige pas à enquêter. Bon, en général, comme je l'ai dit, il le fait. Parce qu'il est beaucoup plus suiviste du renvoi du Conseil que du renvoi de l'État des Comores. L'autre disposition concernant le Conseil de sécurité, c'est l'article 16, qui a été très très contesté au moment de l'adoption du statut de Rome. Cet article 16 permet au Conseil de sécurité de suspendre des poursuites. Ou l'enquête. Suspendre une enquête ou des poursuites. S'il considère, et en vertu d'une résolution chapitre 7, s'il considère qu'une enquête ou des poursuites pose un problème pour la sécurité internationale, il peut les suspendre pendant 12 mois, je crois, renouvelables. Mais pour ça, il faut une résolution du Conseil. Donc, par exemple, les États-Unis ne peuvent pas le faire tout seuls. Et il va falloir quand même justifier un peu, dire qu'il y a une menace contre la paix. Pour le moment, on n'en a pas d'exemple, mais la question avait été évoquée au moment où il a été question d'émettre un mandat d'arrêt contre Omar al-Bashir, puisqu'un certain nombre d'États, devant le Conseil de sécurité, ont dit, et ce n'était pas complètement absurde d'ailleurs, on dit, mais s'il y a un mandat d'arrêt contre Omar al-Bashir, les forces de maintien de la paix et les organisations humanitaires qui sont au Darfour risquent de subir des conséquences qui auront des incidences sur les populations protégées. C'est trop risqué. C'est ce qui a été avancé au Conseil. Donc,
paix contre justice. Une menace contre la paix pourrait conduire à suspendre des enquêtes. Là, on voit une hypothèse qui n'est pas complètement aberrante dans le cas du Soudan, mais finalement les États n'ont pas voté, n'ont pas accepté, la majorité n'a pas accepté cette argumentation. Mais de toute façon, j'insiste sur un point, pour pouvoir suspendre une enquête ou une procédure, il faut aucun veto des membres permanents. Donc il faut une unanimité des membres permanents qui est quand même, à l'heure actuelle, difficilement atteignable. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment précis sur le... Si, c'est très clair. On prend une dernière question et puis on arrête parce qu'il est maintenant tard. Une dernière question? Allez-y. Dernière des dernières. Merci. Moi, je voudrais revenir un peu sur la Palestine et sur ce qu'on a dit au début de sa stratégie. Est-ce que lorsque la Palestine s'est lancée dans ce projet, ses dirigeants étaient conscients des risques qu'ils encouraient et notamment du fait qu'il pouvait y avoir des procédures contre eux, simultanément aux procédures que eux souhaitaient engager, et à la limite, on ne sait pas finalement si le résultat final sera plutôt positif ou négatif. Comment est-ce que ce danger avait été anticipé, avait été réfléchi, et comment la Palestine s'est positionnée par rapport à ce problème? Ça, je vous laisse répondre, oui. Et puis vous avez le mot de conclusion, ce qui est bien légitime, puisque c'était votre livre. Quand la Palestine s'est lancée dans cette procédure-là, les diplomates avaient conscience de cet effet double tranchant, évidemment. Mais je pense que la dernière communication, en tout cas le renvoi palestinien, le dernier qui a été fait à la Cour, est assez symptomatique. Pour autant, ils estiment avoir le droit de leur côté et que bien qu'il y a qui vont effectivement, qui ne sont pas à l'abri de poursuites, l'essentiel des crimes jugés ont été commis par Israël de leur point de vue. Et donc c'est Israël et il est tout à fait légitime de leur point de vue que ce soit Israël qui soit en priorité incriminé. Maintenant, ça quand même, il y a une période où il y a eu des hésitations. On le voit dans quelques rapports justement de cet organe-là qui est en charge des négociations de paix. Il y a eu des réticences à certains moments. Voilà, il y a des mises en garde quant à la potentielle poursuite de leaders du Hamas, notamment à Gaza. Mais bon, ça n'a pas empêché les Palestiniens d'aller jusqu'au bout et de ratifier le statut de Rome. Bien, je vous remercie. Merci à toutes les deux.